Olivier Kaplan, comme la Fondation Mac le fait régulièrement, vous mettez en lumière les œuvres d'un collectionneur, Michael Werner, mais la particularité de l'exposition d'aujourd'hui, c'est que ce sont les œuvres d'un seul artiste. Alors pourquoi ce collectionneur est-il venu à s'intéresser à Jörg Immendorf de façon extrême, puisqu'il a presque 700 œuvres? Oui, alors on ne peut pas imaginer de montrer l'histoire de passion comme celle de collectionneur toujours de la même manière. L'art, c'est la multiplicité, la diversité. Donc cette fois-ci, ça n'est pas un groupe d'artistes, ça n'est pas un groupe d'artistes pour construire un territoire, ce n'est pas un groupe d'artistes pour répondre à une question, comme ce fut le cas pour Giuliano Gori ou Bernard Massini. C'est une passion qu'on connaît dans l'histoire de l'art quand un collectionneur, et en l'occurrence un collectionneur galeriste, choisit de se passionner pour une œuvre dans son entièreté, dans tout son parcours. Et Michael Werner l'a fait pour quelques artistes. Alors ce qui est assez étonnant chez Immendorf, c'est qu'il met la peinture comme étant un extraordinaire moyen d'expression. Il s'exprime dans un style que ne désavoueraient pas certains expressionnistes ou certains, entre guillemets, parce que c'est difficile à définir, réalistes de l'histoire de l'art. Et enfin, il pense aussi que l'art n'est jamais monolithique, qui se situe entre différents types d'expressions, que l'artiste doit être un homme totalement libre, qui se sert des expressions qu'il choisit, dont il désire s'emparer. C'est ça, je crois, qui intrigue Michael Werner. Et je crois que même s'il sera un grand collectionneur de Baselitz, s'il sera un grand collectionneur de Penck, un grand collectionneur de Lupert, je crois que Immendorf occupe dans son esprit une place toute particulière à cause de son originalité, à cause de cette manière vive de passer d'un registre à l'autre, et puis parce qu'Immendorf vit vraiment l'histoire de l'Allemagne aujourd'hui, c'est-à-dire de 80 au jour de sa mort 2007. Et jusqu'à la mort d'Immendorf, il y aura un dialogue, on va dire, de curiosité et de contradiction qui ne fera que éveiller le désir de posséder ou de comprendre l'œuvre dans son entier, pas simplement des fragments. Et voilà pourquoi Immendorf fait partie des 5 ou 6 ou 7 sculpteurs ou peintres dont Michael Werner a suivi toute l'œuvre, mais plus particulièrement encore pour Immendorf. Et donc, moi j'ai choisi de montrer Immendorf parce que je pense en effet que d'abord c'est du début à la fin, plus que Baselitz ou Penck, et que l'œuvre d'Immendorf est encore aujourd'hui tellement actuelle sur la question de la situation du monde, la production des images, que je me suis dit, montrons cette aventure entre cet homme, Michael Werner, et ce peintre. Alors Jörg Immendorf est l'un des peintres allemands les plus importants de la fin du XXe siècle, et pourtant son œuvre a été rarement exposée en France. Pourquoi ? Alors là, la réponse est difficile pour moi. Si je vous donne une réponse classique, on pourrait dire, oui, l'expressionnisme allemand n'a jamais été le premier goût des Français. Enfin, on le sait bien, le futurisme italien, l'expressionnisme allemand. On avait regretté que dans la collection du Musée national d'art moderne, donc le Centre Pompidou, il y avait peu d'œuvres qui étaient issues de ces écoles. Bon, ça c'est une première réponse, mais je pense que tout de même, dans les années 80, un certain nombre d'esprits avait un peu changé de manière de voir. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus général dans l'œuvre de Baselitz, d'une certaine façon de moins repérable quant à l'histoire de l'Allemagne, et que tout d'un coup ça nous aurait paru peut-être comme exotique? C'est difficile de répondre, mais il est vrai qu'à part des présences limitées au Centre Pompidou, il y a eu une exposition un petit peu complète à l'abbaye de Meymac, et il n'y en a pas eu beaucoup. Est-ce que c'est donc l'atavisme français par rapport au style expressionniste? Est-ce donc parce que Immendorf était très lié à son propos, qui était universel bien sûr, mais qui s'ancrait dans un territoire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une raison aussi qui m'a donné envie de montrer Immendorf pour dire combien cet artiste était important. Ici, il y a eu une magnifique exposition Otto Dix, qui était un des grands artistes allemands, et je me disais que c'était l'absolue continuation de ces grands artistes allemands. Alors l'œuvre d'Immendorf est totalement représentative de l'époque dans laquelle il vit. Au début, il était un peu contestataire, ensuite il a dépeint la guerre froide de manière tout à fait particulière.
Oui, c'est là où on voit que c'est un peintre et un poète et un homme qui manie la fiction, c'est-à-dire que dans la première époque que vous évoquez, il se sert de types d'images qui appartiennent à des images d'ordre politique, d'affiches, comme ici il y a eu l'atelier des Beaux-Arts qui a fait la même chose, sauf que déjà il manie l'humour et puis il manie une espèce de paradoxe. Il y a toutes ces manifestations dont le modèle est plutôt pour des revendications sociales ou économiques, c'est pour revendiquer que l'art peut changer le monde. Oui, allons chez l'artiste, travaillons avec l'artiste. Une œuvre d'art peut être révolutionnaire comme chez Beuys, etc. Révolutionnaire dans le sens général du terme. Et la deuxième période, ils n'en peuvent plus, un certain nombre d'intellectuels et artistes allemands, de la guerre froide. Ils n'en peuvent plus de cette coupure de l'Allemagne en deux. Et il va donc prendre à la lettre cette idée du froid. Nous sommes dans une guerre froide. Au fond, cela glace nos pensées, cela glace notre atelier. Ça nous empêche d'être ce que nous devrons être. Et il invente une sorte d'épopée dans lequel un peintre et d'autres sont à l'intérieur d'une exploration du grand froid et tout est inclus et pris dans des glaces. Alors son atelier, nous allons le découvrir, ou les cafés dans lesquels il parle, comme encapsulés dans des icebergs, dans des glaces. Et il a fait comme ça une 50aine de tableaux sur cette histoire épique où le monde tout d'un coup serait recouvert par la glace. Alors Immendorf place également l'artiste et lui-même au centre de son œuvre. Oui, alors Immendorf a comme sujet principal lui-même. D'ailleurs, il y a un film extrêmement émouvant qu'on peut voir sur lui, dont le titre est He, donc je. Hein. Et il ne veut pas faire l'impasse sur lui-même, mais il ne veut pas dire c'est un propos qui tomberait, vous voyez, de Sirius et tout ça. Non, c'est mon histoire, dit-il. C'est ce qui m'arrive, c'est mes relations avec la population, avec ma ville, avec l'art, etc. Donc c'est bien lui. Mais il crée des théâtres de peinture. Et c'est un personnage qui change sans arrêt de vêtements. C'est toujours lui le peintre, mais le peintre, il peut être une sorte de militant idéologique, il peut être un explorateur dans la glace, il peut être un acteur de bacchanal, il peut être un acteur punk, il peut être un amoureux transi d'œuvres d'art comme Goya, comme Dix, comme Courbet qui comptent pour lui. Il n'invente pas des individus X ou Y, Z, à partir de lui-même, il se travestit et il devient autant de héros ou d'anti-héros de ces théâtres. Alors à la fin de sa vie, il a été atteint par la maladie de Charcot, qui l'a finalement complètement paralysé, mais il n'a pas renoncé à peindre. Oui, alors il est devenu un Raphaël sans les mains, comme dit Schuster, c'est-à-dire que quand il est paralysé, il est hors de question qu'il ne soit pas autre chose que ce qu'il a désiré être toute sa vie, un peintre. Sa fameuse phrase « j'avais rêvé d'être un peintre », il l'avait rêvé, il l'a été. Donc il continue à être peintre, mais sans les mains, sans corps, ce qui est tout de même évidemment compliqué. Commence cette aventure extraordinaire qui est développée ici, où il projette la peinture qu'il a créée mentalement dans sa tête, dans son imaginaire, et avec l'aide d'une dizaine d'assistants qui se relient autour d'eux, il va faire un collage. Puis ce collage, il aurait pu se contenter de ça. Il va demander qu'il soit peint. Il va se servir d'images de l'histoire de l'art comme d'images d'actualité, comme d'images qu'il a observées dans sa vie quotidienne. Et il va peindre avec ses assistants jusqu'à ce qu'il soit content de cette projection depuis son cerveau jusqu'à sur la toile. Et c'est très extraordinaire parce que ça veut dire qu'il est bien le peintre, il conçoit, il pose la peinture par le biais de mains amies et en même temps qu'il peint, il se voit la peindre. Il peut être à la fois le peintre et le critique de son image. Vous voyez, ce qui est très difficile quand on est un peintre qui est en plein dans l'action de peinture. Et on a donc cette incroyable fin de vie avec ses peintures d'une grande beauté, très lisse, parce que bien sûr il ne veut plus qu'il y ait de touche, parce que comme le disait Warhol, je veux être une machine, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait la touche, parce que la touche dit l'humain. Donc comme lui ne peut plus toucher la toile avec sa main, il dit non, on va faire une peinture très très lisse. Et on a ces peintures pleines de suspension, de rêve, d'instabilité. Les choses sont dans l'air, tournoient sur elles-mêmes. Et dans cette peinture, au fond, il nous dit qu'il continue à partir de l'histoire de l'art, à partir de sa vie, à partir de l'actualité, à produire de la peinture qui se sert des images et à envoyer dans le monde ces peintures pour qu'elles soient vivantes par rapport à d'autres types d'images. C'est ainsi qu'on a des tableaux extraordinaires où on voit la mélancolie de Dürer,
particulière, mélancolie qui certainement lui était familière, qui est bousculée par toutes les images qu'il produit encore avec l'aide de ses assistants et qu'il envoie dans son tableau, ce qui nous donne des sortes d'images épiques, peut-être des images, j'ai envie de dire aussi un peu mythologiques. Il reprend des grands tableaux anciens et il n'aura jamais cessé, au fond, même paralysé, d'envoyer des images au monde.